parle de choses. Philippe, d'abord, merci de m'accueillir dans ce très bel hôtel, qui est un hôtel que nous avons connu en d'autres époques, Alors, dans notre âge oui, fort avancé. le Lutetia n'est pas un hasard, hein. Si j'ai proposé cette entrevue ici, c'est parce que c'est un lieu symbolique fort, hein. Tout ça est extrêmement symbolique, hein. Donc, en tout cas, voilà, merci de me proposer de cette petite discussion avec toi. D'abord, je tiens à te féliciter d'avoir écrit ce livre parce que c'est un livre que j'attendais depuis longtemps. Alors, il faut déjà peut-être un peu expliquer qui je suis par rapport à toi, parce que c'est vrai que je ne suis pas totalement Tout un à inconnu. fait, tout à fait. Le lieu, la situation, les personnes, tout à fait. C'est très Alors, important. on se connaît, hein, donc Petite quarantaine ça fait d'années, hein, 50. un petit moment qu'on se connaît. On a cultivé aussi parallèlement des relations amicales. Tu me le rappelais tout à l'heure, nous sommes partis ensemble en Égypte. On a fait un merveilleux voyage, c'était très agréable. Et entre autres choses, tu m'as éveillé à la littérature, ce qui n'est pas rien. Mhm. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir ce livre, n'est-ce pas? On va le montrer, parce que déjà cette couverture et ce titre, c'est tout un programme, il sonne d'une manière assez fort, hein, un peu comme un coup de poing, extraction de la misère. Et ma foi, bon, on n'est pas forcément dans une ambiance glamour, on est dans une ambiance un petit peu plus maussade, austère, qui est celle d'une région qu'on connaît bien, toi et moi, puisque moi je suis également vosgien de naissance, je suis né à Saint-Dié, et donc on a cohabité dans cette région étant enfant. Alors, évidemment, avec des expériences un petit peu différentes, ça, plutôt Tout à fait. inversées. Et si j'ai désiré parler avec toi de mon livre, bon, c'est parce qu'effectivement nous parlons littérature depuis très longtemps ensemble, mais aussi parce que je pense que tu as même de bien sentir ce que j'ai essayé d'exprimer, à savoir une conception de la littérature extrêmement proche de l'être et de sa propre vie. Voilà. Il y a toujours une dimension d'imaginaire dans l'expression, bien sûr. Et même avec les efforts que j'ai faits pour être le plus proche possible de la vie matérielle et de ce qu'on appelle entre guillemets le réel, il y a toujours une part d'imaginaire. Pourtant, voilà, le fait que tu connaisses bien les Vosges et la Vosges, qu'on ait eu tous les deux un parcours un peu parallèle, avec un désir de Paris. Enfin, moi, j'ai gardé le désir de Paris et j'ai la joie de Paris depuis 20 ans. Bah, ça fait que je pense que tu es en mesure de mieux comprendre peut-être et de mieux expliquer à ceux qui nous écoutent la caractéristique de mon livre qui s'inscrit quand même dans quelque chose d'assez euh, qui existe aujourd'hui, à savoir voilà, quelqu'un sort d'un milieu, il va vers un autre milieu. Je suis pas le seul à qui ce soit arrivé, hein. C'est arrivé quand même à beaucoup, beaucoup de gens. Et je crois que c'est intéressant à penser, voilà, pour moi, mais aussi pour les autres. Alors, c'est un livre qui relève de ton vécu, et j'ai trouvé intéressant. Alors, tu es quelqu'un qui écrit, mais disons que celui-là, il est quand même, il sonne un peu comme un manifeste ou comme une revendication. Je ne sais pas quel est le terme exact, mais disons que moi, je t'avais encouragé par rapport à ce que tu écrivais, d'écrire sur toi. Alors, bon, c'est un conseil banal, mais je pensais que c'était intéressant que tu te confrontes effectivement à ton expérience intime dans le cadre de la littérature. Et c'est ce que tu as fait. Alors, tu l'as peut-être pas fait parce que je te l'ai conseillé, mais en tout cas, tu l'as fait. Et, et donc, c'est un livre qui parle de tes aïeux, du milieu familial dans lequel tu as grandi, en particulier du côté de ton père, plus du Tout côté à de ton fait, père que du côté de ta mère, tout à fait. dans une région, une espèce de sous-région des Vosges, qui est aux confins d'Épinal, sur le côté ouest, qui s'appelle la Vosges. Tout à fait, tout à fait. Et qui est extrêmement intéressant. Sans avoir suivi explicitement ton conseil, qui par ailleurs est excellent, c'est vrai que mon troisième livre, que c'est mon troisième livre, après Les Confessions d'un buveur de Chablis et d'Andy, se concentre sur une histoire personnelle. Tu m'as parlé de coming out de la pauvreté. C'est très bien dit. C'est tout à fait ça.
Alors tu l'as même écrit, ça. Je l'ai même écrit, c'est Oui, oui, vrai? tu Bah, l'as c'est écrit très parce que bon, je l'ai noté c'est justement chouette. et j'ai voulu faire un petit peu une, une saillie un peu à la Ardisson en disant: «Alors Philippe, tu as fait comme ça ton coming out sur la pauvreté?» Bah, c'est un peu ça, oui, Ouais, sauf que je parle pas seulement de pauvreté matérielle, mais qu'il est aussi question de la véritable pauvreté aujourd'hui, à savoir la pauvreté sensible, intellectuelle, affective, sexuelle, qui me paraît être la caractéristique de notre modernité, puisqu'elle affecte également, et peut-être de manière encore plus nette, les gens qui sont très aisés. Il est assez facile de vérifier que des gens très fortunés, on ne va pas citer de nom, hein, euh, se retrouvent au fond dans une situation profondément miséreuse à tout niveau. Et ce qui caractérise la littérature, j'ai eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises, c'est que précisément, elle a déserté les milieux favorisés. C'est Roland Barthes qui disait il y a une trentaine d'années que la littérature était devenue une passion de déclassés, que la littérature est devenue l'apanage, je dirais, d'une classe moyenne ou d'une bourgeoisie aisée cultivée. Et qu'elle a, de manière assez nette, déserté les pouvoirs financiers et politiques qui sont à la ramasse, en fait, par rapport à cet art très important. Ce serait intéressant de réfléchir pourquoi. Hein. Pourquoi la littérature, qui est probablement de tous les arts celui qui fait le plus vite la médiation entre les sensibilités, les intelligences, on dirait aujourd'hui les cerveaux, mais je ne suis pas sûr que l'expression soit la bonne. Voilà. Pourquoi cet art-là est devenu en quelque sorte dévalorisé. C'est intéressant. Voilà. d'accord. Ouais, ça m'intéresse. Et je crois qu'il y a des éléments de réponse sur lesquels on peut s'interroger. Hein. Je sais pas, la vérité infuse. Hein. Et extraction de la misère vient dire non pas ma misère, encore que tout le monde peut l'avoir aussi, mais mon désir d'une forme de richesse sensible qui serait définie par la capacité notamment à accéder aux œuvres d'art. Voilà. Or, il est assez flagrant que la très bonne littérature, aujourd'hui, a tendance à être recouverte, effacée, cancel, hein, cancel culture. On a une tendance à effacer la très bonne littérature pour la remplacer par des trucs, bon, il y a, comment dire, quelque chose de tout à fait moderne qui mérite d'être pensé et qui caractérise la modernité. Je te disais tout à l'heure, un écrivain aujourd'hui ne fait pas qu'écrire. Un écrivain aujourd'hui sait qu'il a la possibilité, pour peu qu'il soit un petit peu doué, de s'exprimer et de dire des choses qu'il pourrait aussi écrire. Hein. C'est-à-dire que le divorce oral écrit qui s'est mis en place au IVe siècle, hein, avec, je ne te l'apprends pas, la traduction de la Bible, et puis surtout le fait qu'on est passé d'une culture orale à une culture écrite. Hein. Voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Tout le monde sait que voilà, tout est oral, encore sous les latins. Hein. L'écrit est quelque chose de tout à fait anecdotique. Que même pour les Grecs, Socrate ne tient pas particulièrement à écrire. Hein. On sait, on suppose que Jésus, Yeshua, si tant est qu'il ait eu une existence historique, ne savait peut-être pas lire. C'est très très vraisemblable que les rabbins, il y a 20 siècles, avaient une culture essentiellement orale, extraordinairement cultivée, hein, mais des mémoires énormes. Hein. Tout le... Bon, bah aujourd'hui, je trouve qu'il y a un retour de la culture orale. Et je le désire, moi. Voilà. Alors Philippe, tout ça est très intéressant, mais je vais revenir, si tu permets, Tout à fait. à ton livre, à des choses un petit peu plus terre à terre, en tout cas sur les mots et sur le texte que tu as écrit. Alors, j'avais fait une petite ouverture comme ça. Je vais te la lire, ça va peut-être nous donner des idées. En tout cas, c'était supposé un peu planter le décor de notre discussion. Extraction de la misère. Ce titre sonne comme un programme sans dire ce qu'est ce livre. Un document, un essai, une enquête ou tout simplement un roman en ce qu'il raconte quelque chose dont personne ne pourra vraiment vérifier le fond. Un document qui se présente comme un recueil de textes ventilés de manière analytique avec un distinguo frontal, les lieux et les gens.
En effet, parce que ton livre n'est pas un roman, n'est pas vraiment un essai, c'est une succession de tableaux et tu l'as organisé en 2 parties, avec une partie consacrée aux lieux et une partie consacrée aux gens. Et ça, une organisation qui m'avait un petit peu, effarouché. Enfin, j'étais pas tout à fait à l'aise avec ça parce que je te connais et j'imaginais peut-être un texte qui allait avoir une propension à travailler la narration avec un fil narratif. Peut-être, tu m'avais parlé d'une version avec un narrateur qui mettait en perspective un petit peu peut-être ton enquête ou ton avancée sur ton passé. Tout à fait. Et j'aimerais te poser d'abord une question très préliminaire par rapport à ce livre, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire un livre sur des conditions sociales, on va dire modestes? Est-ce que tu peux expliquer ça, expliquer pourquoi tu en as fait l'objet d'un livre? Oui, 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 c'est assez simple à expliquer. Et je crois que c'est arrivé à d'autres personnes que moi, hein, ce changement de milieu culturel et tous les effets que ça peut avoir collatéraux sur la famille elle-même, hein. Bon, bah, c'est très simple. À 18 ans, j'arrive au lycée Henri IV à Paris. Dans la famille, il n'y a pas un livre, pas un, hein. Il y a La recherche du temps perdu en Pléiade qui avait été offert à papa. Il l'avait jamais lu. C'était à côté de la soupière, quoi. Et je me retrouve dans un milieu social très favorisé à Paris, avec des camarades très intelligents et très cultivés, absolument adorables d'ailleurs avec moi. Mais le premier réflexe à 18-20 ans, c'est refoulé. Mais Donc, 18-20 ans, c'est déjà âgé parce que moi, je me souviens de toi, adolescent, peut-être déjà, tu avais déjà contact avec les livres. T'as pas attendu oui, 18-20 ans oui, oui. pour lire de la littérature. Tout à fait. J'ai toujours aimé les livres, beaucoup. Très tôt, à 13 ans, je me souviens mes premiers grands souvenirs de lecture au bord de la Moselle, sous les acacias. Il y avait du soleil, c'était très beau, c'était l'été. On n'allait pas en vacances, on n'avait pas d'argent, hein, donc il fallait bien faire quelque chose. Et je me souviens Marguerite Yourcenar, les mémoires d'Adrien, un enchantement de langue, de qualité de la langue, de sensibilité. Ça a été un choc positif, extraordinaire et comme une. Bon, mais je crois que c'est assez partagé, hein. On- voilà, c'est la littérature, les livres, ça sert un petit peu à s'extraire de son Mm. milieu. Ce Il y qui a est plus. toujours ce sentiment, effectivement, que la littérature était l'exercice noble par excellence, l'exercice d'élévation, d'excellence, de raffinement, de transcendance, et de l'intelligence et de la sensibilité. Tout à fait, c'est l'art le plus médiateur, hein. La peinture, il faut vraiment être cultivé pour y arriver. La sculpture, la musique, c'est quand même des arts difficiles, hein. On y arrive, bien sûr, hein. Alors que la littérature, c'est très vite. Voilà. Je me souviens d'une phrase dans nos discussions qui était liée peut-être aussi au contexte linguistique, qui était il n'y a pas de pensée sans langage. Je Oui, trouve oui, que ça a été, c'est une grande vérité je ne sais pas si c'est des années Barthes 60. ou Mais c'est une grande, en fait, on Sémiolov le sait ou. depuis toujours. Mais et puis c'est Mmh. quelque chose qui est fondateur. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, c'est tout à fait contesté par de très nombreux pouvoirs, hein. Quand on voit par exemple Trump qui est dans l'apologie du langage performatif, à savoir je dis, je fais, hein, c'est homogène. Voilà, c'est qu'une seule chose. Et puis je signe et il monte sa signature. Bon, c'est amusant, c'est très amusant. Mais il y a là quelque chose d'un peu naïf dans le rapport au langage qui témoigne d'une angoisse, à savoir que c'est bien plus compliqué qu'il ne le croit. Il n'y a pas de pensée sans langage, c'est vrai. Mais, et il y a 1000 formes de langage, hein. La musique, c'est un langage. Ce que mon livre, je crois, apporte de nouveau par rapport à l'histoire de celui qui change de milieu social, on va dire, ou qui accède à quelque chose de différent, c'est que je retourne vers mes origines avec joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne les refoule pas. Je sais que j'avais des gens tout à fait remarquables autour de moi, que ma famille était très belle des deux côtés, et que j'ai eu la chance de vivre des choses que j'ai eu tort peut-être de refouler, parce qu'elles étaient très belles et très intéressantes. Et que la région, les Vosges, la Vosges, mes deux familles très différentes, étaient composées de gens tout à fait remarquables et intéressants à connaître et à vivre. Voilà. Ça, c'est plus original. Parce que bon, voilà,
Refouler sa famille, c'est classique. D'accord, mais ce retour, est-ce que c'est ce retour avec joie, tu dis, ou en tout cas avec plaisir à ce milieu, est-ce que c'est le fruit de ton travail littéraire ou est-ce que ça l'a été dès le début de ton investigation sur ce livre? C'est une intuition mystique, tout à fait profonde, que j'explique un petit peu dans les premières versions du livre, le livre de Chrysostome. J'étais rue Victor Massé, c'était pendant la période du Covid, je lisais, la ville était très calme, plus que calme en fait, c'était vide, hein. Et en début d'après-midi, ça arrivait à plusieurs reprises, j'ai senti monter vers moi des images très anciennes, qui étaient celles de quelqu'un qui pêchait à la ligne au bord du canal de l'Est. Au début, je me suis dit, tu es en train de devenir fou, il faut faire très attention. Et peu à peu, j'ai laissé advenir l'image. Et j'ai laissé advenir d'autres intuitions qui me donnent la sensation, alors attention, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que c'est comme ça que je le vis, qu'il est tout à fait vraisemblable que je puisse avoir eu d'autres vies que ma vie, ce qu'on appelle les vies antérieures. Et là, je suis resté extrêmement troublé et je me suis dit, il est temps d'aller chercher de ce côté-là. Et j'ai fouillé dans des archives et là, ça a été un choc prodigieux. Sans avoir le projet de faire ce livre? Aucun projet au départ, non, non. Juste un désir de savoir qui étaient ces gens dont on m'avait jamais parlé. Et aujourd'hui, il se passe un truc fabuleux, c'est que grâce à Internet et à cette période un peu apocalyptique que nous vivons, c'est-à-dire de révélation, les journaux venaient parler de mes ancêtres qui portent mon nom, Parichaud. Il y avait mon nom, Parichaud, dans les journaux. Complètement incroyable. Dans les archives que tu Ah oui, que oui, tu Liberté de recherchais? l'Est ou l'Est républicain. Ah bon? Et tout à fait, oui, oui. Tout à fait extraordinaire. Ah, ils avaient fait des mauvais coups, attention, hein. Ils sont pas D'accord. célèbres, hormis un de mes ancêtres, qui est un homme extraordinaire, qui est un grammairien, un religieux qui était parti au Oui, Sénégal tu en as parlé, étudier oui. une langue, Mmh. la langue sérère, dont il est revenu avec une grammaire. Ben, c'est vraiment un monsieur extraordinaire. La plupart de mes C'était autres... à quelle époque ça? Début 19e, début 20e. Assez récent en fait. Mmh. Et non, les autres étaient plutôt célèbres pour leurs mauvais coups. Donc tu as vu les traces des mauvais coups, des faits divers en quelque sorte, dans les journaux locaux? Tout à fait. Ouais, Et après, j'ai été voir mes ouais. grandes-tantes, j'en ai parlé, et elles étaient heureuses de pouvoir me raconter, oui, oui, absolument, il avait fait ci, il a fait ça. Parce que à la campagne, c'est pas des mauvais coups, c'est des histoires qu'on raconte. C'est épique, c'est l'Iliade. C'est-à-dire, mais en Mmh. fait, je me suis rendu compte que mes ancêtres étaient des héros de l'Iliade. Mmh. Une Iliade locale, Certes, mais extrêmement limitée au niveau résonance, hein, c'est sur 10 km, hein. Mais c'était des héros locaux. enfin, tu dis aussi que lorsque tu te promenais, qu'il y avait des regards qui n'étaient pas forcément, bienveillants ou, comme si finalement il y avait une espèce de malédiction autour de ton nom même? Alors, il y avait une double mémoire, une mémoire négative Oui. qui est liée au fait que certains actes n'auraient peut-être pas dû être faits ou qu'il y avait aussi des malheurs que j'ai identifiés. J'ai un arrière-grand-oncle qui s'est suicidé, qui était le meilleur homme du monde d'ailleurs, qui voilà, qui offrait de l'argent pour les enfants dans les Oui. écoles, qui a eu plusieurs enfants, une femme, qui était un type super. Simplement, la souffrance personnelle l'avait poussé au suicide. Ça, c'est des mémoires Et qui a choisi d'ailleurs une manière de se suicider qui était pour le moins, effarantes. Enfin, déjà, je veux même pas le dire, c'est trop dur. incroyable, oui. Mais cette C'était mémoire comme un négative est geste de complexe. révolte pour lui? Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de la colère dans ce geste? Comment tu interprètes, est-ce qu'on peut dire, comment il est mort? Tu Non, peux je préfère pas le ouais. dire. Je préfère que Je me ça permets intéresse je le me permets lise. d'insister parce que tu l'as écrit, hein, Ouais, ouais. mais si tu Mais préfères qu'on le l'écrire et pas lise, dire, c'est pas la même d'accord. chose du tout, hein. C'est pas du tout le même enjeu. Non, il y a aussi une mémoire positive parce Mmh. qu'à la campagne, on pardonne beaucoup aussi. Alors C'est-à-dire tu n'en que, parles pas beaucoup de la mémoire positive dans le livre, hein? oui, parce que quand je l'ai écrit, je sentais de Ouais. la mémoire négative. Mais il y a aussi un pardon qui tient au fait que, en fait, ça concerne beaucoup de familles, mine de rien, et que c'est ni plus ni moins la vie. Je ne sais pas Mmh. si tu te souviens de cette formidable série qui s'appelait Les Brigades du Tigre, Mmh mh.
Et au début des Brigades d'éthique, c'est une série des années 60, 70, 70, très bien faite, qui racontait un petit peu la délinquance au début du XXe siècle. Et le tout début du générique dit, Oui, à cette c'était les époque, tractions avant, c'est ce genre ça, de choses. c'est ça. Et Mmh. surtout, le générique dit de manière extrêmement claire que il y a eu une période de l'histoire de France, début 20e, où la délinquance se développe de manière extraordinaire. Les gens n'ont plus rien à manger, à boire, ou alors d'autres raisons, hein, qui peuvent être politiques, les anarchistes, etc. Hein. Et donc, tout le monde a dans sa famille des délinquants dans les milieux modestes, hein. Tout le monde. Mais des délinquants costauds, hein. Mmh. Et tout le monde. Ce qui fait que à la campagne, il y a une forme de pardon automatique, presque, qui fait qu'il y a aussi une mémoire positive. On m'a dit, ah oui, tes grands-oncles, oui, oui, on s'en souvient, et pas forcément en mal, tu vois, c'est paradoxal, hein. Alors Philippe, je me posais une question en lisant ce livre, c'est est-ce que tu l'as offert à ton psychanalyste? Alors, c'est une excellente question. J'ai beaucoup d'estime pour Freud et la psychanalyse. On s'en rend Et, compte dans les pages que tu écris, dans la manière que tu écris. Il y a beaucoup d'humour sur des choses très, très difficiles. Il y a des jeux de mots, il y a de l'humour, et il y a aussi une interprétation qui est d'ordre psychanalytique au premier ou au second degré. alors, j'ai beaucoup d'estime pour Freud, une immense admiration, mais je n'ai jamais fait de psychanalyse. J'aimerais, c'est mon désir, j'aimerais bien, voilà, réussir à en savoir un peu plus sur ma vie avant de mourir, mais il faut un courage, une énergie, un courage, une espèce. Pour l'instant, je l'ai pas. Voilà, j'ai pas cette force. Alors c'est extraordinaire parce que tu as le courage, l'énergie d'écrire un livre sur tes aïeux, mais aller voir un analyste, Je crois que c'est une difficulté qui ouais, est ouais, quasi insurmontable. Enfin, ouais. qui est en tout cas à ce stade qui est difficile. Enfin, je le Et- disais un peu comme une boutade parce que effectivement, il y a cet apport de la psychanalyse. Il y a un sujet effectivement qui est de l'ordre d'essayer de faire sortir les non-dits parce on sent une espèce de pesanteur effectivement du non-dit familial. Est-ce que c'est de l'ordre du tabou, du non-dit, de l'incommunicabilité mais pour être aussi positif, et tu rends hommage d'une manière très élégante à ton père, a aussi une pudeur et aussi une dignité par rapport aux difficultés de la vie. Bah, c'est un peu la question du bon goût, hein, qui se pose beaucoup à notre époque. Est-il possible de s'exprimer et de parler de soi tout en gardant un certain bon goût? C'est-à-dire ne pas tout dire, déjà, et laisser deviner, et puis laisser une part à l'ombre également, tout en donnant une possibilité d'existence à la lumière. Voilà. Bon, j'ai beaucoup lu Freud, beaucoup, avec beaucoup d'attention. Également la biographie de Jones, qui est excellente et que conseillait Philippe Solers, qui est vraiment admirable, c'est la seule vraiment bonne. Mais le faire advenir à soi, c'est vraiment une autre paire de manches. Et je pense que les gens qui font des analyses sont des gens admirables, qui ont vraiment beaucoup de courage. Je trouve ça tout à fait merveilleux. Je le dis parce que la psychanalyse n'a pas une très très bonne réputation dans nos temps un peu, comment dire, un peu puritains, je ne sais pas comment les qualifier. Euh, c'est très 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 intéressant. Ce qu'a fait Sigmund Freud entre 1900 et 1945 est absolument décisif. D'ailleurs, on en voit les conséquences partout, hein, pour qui sait lire. Voilà. Et je t'écoute. Alors Philippe, tu as mis en exergue une phrase, une citation de Rimbaud des Illuminations. La terre avait des versants fertiles en princes et en artistes, et la descendance et la race nous poussaient au crime et au deuil. C'est dire si le sujet de ton livre, cette misère, touche à des choses quand même difficiles. Et il y a une question, je me suis posé la question, on en avait parlé ensemble, je m'étais dit qu'il y avait dans ce livre à la fois l'idée que tu t'interrogeais sur qu'est-ce qui fait que moi, issu de ce milieu familial, je suis ce que je suis, à savoir quelqu'un qui est porté vers la sensibilité, l'intelligence, le raffinement,
Et, hem et donc est-ce Mmh. que c'est une question c'était effectivement une question existentielle, un peu moteur que tu t'es posée dans ton existence par rapport à ce que tu as vécu dans ta famille et ce que tu es devenu, et plus précisément par rapport au livre? Oui, oui. Je te rappelle quand même que le livre date de l'époque du Covid, c'est-à-dire d'une époque un peu vide où on se pose des questions. Enfin, si on n'est pas complètement décervelé, qu'on passe sa vie à autre chose que de regarder des séries Netflix, il arrive parfois qu'on réfléchisse. Et je me suis dit, voilà, je me suis posé des questions. C'était très, très troublant. Des choses m'arrivaient, voilà. Qui je suis, quoi, hein? Des trucs que tout le monde se pose hein, comme question. Or, je crois que c'est très ancien. Tu vois, tu parles de Rimbaud. Rimbaud est très important pour moi. Il est également pour Bertrand. Parce que c'est Charleville-Mézières où j'ai vécu les premières années de ma vie, D'accord. Paul Verlaine. La vie de Rimbaud me parle. Je vois très bien qu'il pouvait être sa mère, une femme un peu dure, très, très, très dure, violente, mais aimante aussi, avec un père absent. Enfin, j'ai un de mes ancêtres qui a creusé le canal vers Charleville-Mézières-Sedan à l'époque où Rimbaud était vivant. Autrement dit, Rimbaud aurait pu croiser un de mes ancêtres Parichaud. C'est Tu tout à fait vraisemblable. tu le dis dans le Je livre, le hein, il me dis, semble, ouais, ouais. ouais, tout à Mmh. fait. Tout ça me parle de manière tellement profonde que je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ça, c'est très clair. Mmh. Il y a du hasard quelque part, mais il y a énormément de choses à décoder dans la vie qui relèvent de la lecture et qui ne sont pas hasardeuses. Alors, est-ce que tu m'as confié avoir fait, je crois, des analyses génétiques, c'est Oui, ça? oui, oui, passionnant. Et par Mmh, ailleurs, tu dis mmh. dans le livre que tu aimes pas la génétique ou non, c'est pas la génétique, c'est la généalogie, non, je crois. La généalogie m'embête, Voilà. Donc il y ça a pas de m'ennuie travail, horriblement. Mmh. tu pas fait un travail strictement de généalogie, enfin tu l'as fait par la Ah force si, des si, choses. si, j'ai Oui. fait, je suis remonté jusqu'au XVIe siècle, mais ça m'ennuie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'a apporté les analyses génétiques par rapport à tes intuitions, tes recherches, Oui, tout à fait, c'est une très bonne Mmh. question, merci Grégory. La généalogie et la génétique sont deux choses très différentes, hein, même si ça se rassemble. La généalogie, en deux mots, c'est un mur, parce qu'on se retrouve avec des arbres et on ne sait rien sur ces gens. Et c'est horrible. Parce qu'on se dit, oui, d'accord, ok, il y a un lien, c'est mon arrière-arrière, je sais pas, il y a des Parichots au 18e. J'ai trouvé un Philippe Parichot qui a vécu à Vierzon, quand même, hein, où j'ai eu mon premier poste de professeur, au 18e siècle, en pleine Régence. Et il portait mon nom. Tu n'en parles pas dans le livre, J'en parle si? peut-être pas, parce qu'il y a Ouais. des choses Mmh. que j'ai pas jugé bon Mmh. d'écrire. Mais bon, c'est quand même extrêmement troublant. Et surtout, c'est frustrant. Ce que je n'aime pas dans la généalogie, c'est que ça frustre. Au fond, on ne sait pas grand-chose. Objectivement, si on est un peu honnête. Trois, quatre trucs, quoi. Alors que la génétique, et là, il faut rendre hommage aux Américains et à leur ouverture d'esprit. Je déteste pas du tout l'esprit d'Elon Musk, par exemple. Je trouve qu'il a bien raison de dire qu'on est coinsos dans l'Europe aux anciens parapets, pour reprendre l'expression de Rimbaud. Euh, il a fallu passer par la Californie pour que j'ai des infos en génétique. Pourquoi? Parce qu'en France, si jamais on sait que bah, papa, maman, tout ça, c'était peut-être plus compliqué que ça en avait l'air, ça peut poser des problèmes énormes. Aux États-Unis, on sait. Donc j'ai envoyé ma salive en Californie, acte un peu bizarre d'ailleurs, hein, spécial à vivre. Hein. C'était pas simple. Mais c'est grâce à Elon Musk que tu as pu faire cette étude génétique? C'est grâce à l'ouverture d'esprit de l'Américain par rapport à ça. C'est pas une entreprise d'Elon Musk, non? Que Non, tu mais je trouve qu'Elon Musk a Mmh. cet esprit très américain que j'aime beaucoup, Mmh. qui est, on essaie quand même de, enfin, on ouvre quoi. Moi j'aime bien Twitter, j'aime bien. Ouais, je trouve qu'après il se dit des mégatonnes de conneries, mais entre nous des mégatonnes de conneries, Alors c'est le qu'est-ce lot que de tu as l'humanité appris, depuis Philippe, toujours. Hein. sur la génétique Alors, alors? ce que j'ai appris, par Oui. exemple, c'est que j'avais des cousins dans le monde entier, Mmh. notamment aux États-Unis, alors que j'étais absolument certain qu'on vivait tous dans 10 mètres carrés, enfin, dans 10 kilomètres carrés, depuis des siècles. Mmh mh. Ce qui est vrai aussi par certains côtés. Non, et que par exemple, j'ai du sang de très, très, très nombreux breuseras. J'ai de l'espagnol, du portugais, de l'arabe. J'ai beaucoup de sang allemand, du sang irlandais. Et que fondamentalement,
mon physique est scandinave. C'est-à-dire que ce qui se voit, c'est la Laponie par ma mère. C'est une branche génétique un peu rare, assez rare même, qui va jusqu'en Laponie et qui est la principale caractéristique de mon héritage génétique. Voilà. Bah, c'est très intéressant parce qu'il est très difficile de se dire je suis franco-français. Hein. Ça veut rien dire du tout. Quoi. Aussi plein de mélanges. Mais est-ce que ce désir de recherche d'informations par la génétique, la généalogie, c'est un peu aussi pour toi compenser ce qu'il n'y a pas de fait dans une famille modeste, c'est-à-dire cette lignée, cet héritage. Tu parlais notamment à la fin du livre des personnes illustres dans une famille qui sont mises dans des tableaux. Est-ce que Hum. on a un peu le ressenti, et ça, on pourra le développer à d'autres moments, que au travers de ce constat de conditions modestes, il y a quand même, alors ça, c'est peut-être un côté un peu, je ne sais pas si c'est Zola ou autre chose, mais cette espèce de damnation liée effectivement aux origines modestes. Alors c'est pas uniquement sur ce registre-là, mais on a le sentiment que pour toi, effectivement, par rapport à d'autres milieux plus favorisés que tu as pu côtoyer, que c'était un manque. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ça et qui... Plus du tout aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je considère que je suis très favorisé parce que j'ai la chance d'accéder à la sensibilité de très grandes œuvres d'art et que c'est une chance suffisamment importante pour rendre moindre les petits problèmes liés à la misère financière ou à la difficulté financière qui existent également. Il faut que ce soit bien clair, un écrivain aujourd'hui, voilà, c'est pas fait pour rouler sur l'or, faut que ce soit bien clair. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que la possibilité de lire Faulkner en anglais, Borges en espagnol, Kafka en allemand, voilà, d'avoir accès à la grande littérature française, mais également à d'autres arts, avec le temps, toutes choses que mes ancêtres ne faisaient pas. Oui, mais tout Des ça, milliers de c'est ton kilomètres de travail ça. de compensation personnelle, ou en tout cas ton destin personnel, qui a fait que tu as... Oui, mais c'est ce qui fait que je Il y peux a pas un il y a un retourner. rapport de cause à effet? Oui, oui, oui. Oui. Je peux retourner maintenant dans les Vosges avec bonheur, avec joie. J'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour toute ma famille, Mm. même si on se voit pas souvent. Je les aime beaucoup, je vois leurs qualités. Par exemple, les Vosges, que je trouvais un endroit absolument sinistre quand j'étais jeune et adolescent. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des côtés paysages de Claude Le Lorrain dans certains. C'est très, très, très beau. Très, 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 très beau. Je le voyais pas, tu vois. Et ça, c'est un cheminement. C'est pour ça que ce livre est important et qui me donne la possibilité d'écrire les suivants, en fait. Il fallait que je l'écrive pour pouvoir écrire les suivants. Ça, Sinon, je je ne pouvais comprends pas bien. avancer. C'était pas possible. Alors, si tu permets, Philippe, je vais commencer à citer quelques-uns des passages que j'ai pu relever, puisque quand tu m'as demandé qu'on se parle sur le livre, j'ai pensé que c'était intéressant quand même de donner un peu une idée au lecteur de tes phrases, de ton style et de ce que tu pouvais dire. Surtout que c'est quand même assez condensé et assez intense. Alors, par exemple, sur la partie sur les lieux, j'ai relevé enfin j'ai relevé beaucoup de choses, mais j'ai une petite interrogation là-dessus, donc c'est pour ça que je voulais te lire aussi ce passage. L'amour de ma grand-mère pour mon père, si contraire au sort, si puissamment arc-bouté contre l'horreur d'un destin fatal, cet amour a donné à mon père la force et le désir de se reproduire, d'être père à son tour. Ce n'était pas évident. Et alors là, m'interpelle, c'est ces mots arc-boutés contre l'horreur d'un destin fatal. Qu'est-ce que ce destin fatal Ah auquel oui, tu fais allusion? ah oui, oui. Il y avait un destin fatal à la naissance pour mon papa. C'était très, très, très dur. C'est pas qu'un problème d'argent, hein. C'est que voilà, le milieu était extrêmement fermé à toute culture. Mon grand-père n'aimait pas la culture. Voilà, pas pour les autres, extrêmement jaloux. Et en même temps, la culture représentait un danger. J'ai été détesté, enfant. Quand j'ai commencé à faire des études, c'était de la haine. Et quand je revenais de Paris,
j'étais un paria. C'est-à-dire qu'on me regardait, on me jetait des mauvais regards parce que je faisais des études. Et pour mon papa, ça a été la même chose. Il a fait des études que sa mère a voulu qu'il fît des études, et il en a porté une forme de malédiction une partie de sa vie. C'est comme ça dans les campagnes. Et j'explique aussi que ça a des raisons profondes et mystiques. Et il y a quelque chose de noir, d'un peu grec tragique, ou Racine. Voilà, oui, il y a la malédiction. C'était des chrétiens plutôt jansénistes, sans le savoir, hein. Mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, avec une représentation de la vie extrêmement négative, qui voyait surtout la difficulté. Bon, accessoirement quand même, un grand-oncle condamné à mort, un autre grand-oncle condamné à mort, c'était pas loin, c'était à D'accord. 50 mètres, hein. D'accord, donc c'est tout Euh, ça, ce destin fatal. c'est du lourd, hein. Voilà, Et moi, je suis né après tout ça, d'accord. sans qu'on m'en ait parlé. Alors une autre citation, ça fait allusion à ce qu'on a dit précédemment, mais je te la donne quand même. En quoi cette extraction misérable est-elle si pesante? Ça, c'est ma question. Et il y a cette citation: «C'est comme si j'avais eu un caillou à la place du passé et qu'un jour, pour des raisons mystérieuses, j'avais réussi à l'ôter». Oui, c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. Et l'accession à sa propre sensibilité. Moi, je dis pas que c'est valable pour tout le monde, hein. Je dis pour moi, la vie est difficile, lourde, pénible, fatigante. Voilà. Je le vis un peu comme une malédiction. Le mythe, soi-disant mythe de l'expulsion du paradis perdu, moi je le vis comme quelque chose de physique. Voilà. Je suis là, vivant, c'est dur. J'ai même parfois la sensation que la Terre est l'enfer d'une autre planète. C'est très dur, oui, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction, c'est vrai. Tu écris également: «Je me souviens qu'aux Forges», donc les Forges, c'est le berceau natal de ta famille du côté de ton père, enfin c'est un lieu central. Mmh. «Je me souviens qu'aux Forges, dans le hameau de la famille de mon père, nous passions vite. Nous n'y allions pas souvent. J'ai mis du temps à comprendre qu'au pays, notre réputation n'était pas des meilleures et qu'il avait fallu toute la résilience du paysan et son fatalisme séculaire pour qu'elle ne soit pas encore moins bonne, qu'il était mieux de s'en aller». Oui, bah, voilà, c'est ça, Mmh. c'est des phrases que voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai vécu et senti, oui, enfant. Mmh. Alors, dans ton livre, tu ne fais pas trop de références historiques. C'est-à-dire que l'Est de la France, notamment, a été traversé par, les guerres, hein, Mmh mh. 14-18, Verdun, 1870, le Mmh mh, mmh partage de l'Alsace et de la Lorraine, et plus récemment 39-40. Moi, par exemple, dans ma famille, on m'a raconté des événements liés à la guerre. Toi, de ton côté, tu n'as pas Non. eu d'histoire? Ta famille est un peu plus ouverte et cultivée que la mienne de départ. C'est-à-dire que vous avez un accès à la mémoire et à l'expression de la mémoire qui est plus délié. Chez nous, c'était, enfin, chez les Parichots, hein, Mmh. Non, mais par c'était exemple, sombre. si je juste pour Mmh? expliciter, par exemple, pendant la guerre 39-40, je te disais, en fait, ma mère, ses parents, avaient une maison à Épinal et cette maison a été bombardée, elle a été détruite. Donc du jour au lendemain, ils étaient dehors, ils ont dû aller ailleurs. Peut-être qu'il n'y a pas eu des événements saillants comme ça qui se sont produits. C'est peut-être aussi ceci Oh, il explique s'est peut-être passé des cela. choses que j'ai Oui, trouvées dans les journaux. Si, si, oui. il s'est passé des choses. Mmh. Le c'est plutôt que j'ai pas voulu mettre l'accent sur le repère historique. D'accord, Mais je sais, hein, j'ai lu des centaines de livres, hein, pour écrire mon d'accord. livre, hein, d'histoire, hein. Et qu'est-ce qui fait que justement, ces repères historiques n'apparaissent pas ou tu n'as pas voulu qu'ils apparaissent dans le livre? Parce que je pense que les repères historiques, au fond, sont pas si importants. Tu vois? C'est toujours la question de savoir, est-ce que c'est Charles Baudelaire qui a vécu sous Napoléon III, ou ce brave type qui était Napoléon III, qui a vécu sous un génie, qui était Charles Baudelaire? Voilà, bah, c'est ça. Pour moi, si tu veux, la guerre 39-45 n'a aucune espèce d'importance par rapport à ce qu'a vécu mon arrière-grand-oncle, qui est une sorte de génie personnel, tu vois, D'accord. et dont la résonance de la mémoire me parle infiniment davantage
que ce qui a bien pu se passer au niveau Il collectif. y a un peu une volonté d'être à contre-courant, de faire un peu de l'anti-histoire, parce que ça, Oui, c'est oui, l'usage voudrait plutôt qu'effectivement, on se dise, voilà, il y a des repères historiques, il y a des événements qui ont même traversé les familles dans les fermes les plus éloignées, et ça a forcément impacté. oui, Et, oui, et oui. toi, tu dis non, en fait, Non, c'est pas ça qui non. était le plus déterminant dans l'histoire de ta Je famille. fais un peu de l'anti-histoire, Mmh. c'est très bien observé. Mais attention, j'aime beaucoup les livres d'histoire et j'aime beaucoup les historiens, qui sont des gens extrêmement attendrissants. Je les aime beaucoup. Simplement, tu observeras quand même, hein, Gori, que tu as fait des études d'histoire, et moi aussi, et plutôt beaucoup, et plutôt intéressantes. Rien dans toutes ces études ne m'orientait vers ma propre vie. Rien ne t'orientait vers ta propre vie. Ton prof d'histoire t'a jamais dit, mon cher Grégory, ce dont on va parler aujourd'hui doit résonner dans ton histoire personnelle. C'est dommage, je trouve que Dommage. c'est dommage. Mmh. Il se passe un truc bizarre. Mmh. On nous fait apprendre par cœur Mmh. des dates, dont certaines peuvent être intéressantes, mais sans jamais dire, voilà, c'est votre histoire. Et pourtant, Solers, par exemple, considère que l'importance des dates, il aime beaucoup justement associer les dates avec l'histoire des individus, et faire l'association. Et il parle aussi de la mémoire oubliée et de cette espèce de- d'abstraction ou de cette non-présence de l'histoire dans les vies les plus intimes. Mais, C'est tout à fait vrai également, ça n'empêche pas, mmh, hein. C'est juste que ouais. bah, on est différents, voilà, on vit les choses différemment. Tout à fait. Alors j'ai Mhm. cité, alors je reviens à mes petites citations. En voilà une autre. Et sa mère aussi, qui l'avait encouragé dans cette voie, laquelle avait dû beaucoup lui coûter, elle, la sorcière au petit bois fragile, aux os comme des allumettes. Et ces trahisons pour lui, qui avait beaucoup souffert des gens du lieu, c'était un sujet de fierté secrète. Ça reste barbare. Donc là, je pense que tu parles de ton père et de ta mère, si ça te parle, cet extrait. Je parle de mon père et de sa maman. Tu dis Sa maman. sorcière au petit bois fragile. Elle avait la réputation d'être Oui. sorcière dans le village. Je crois qu'elle l'était un peu. Je l'adorais. Ma grand-mère, Marguerite, je l'adorais. C'était ma préférée. Et elle était sorcière. Et on Elle parlait a de vécu temps en assez temps. longtemps, non? Parce que, Assez longtemps. oui, Oui, oui. Euh, j'ai dû euh, la croiser. oui, oui, tu l'as croisée, Mmh. bien sûr. Tu la connaissais bien. Je pense que tu l'as vue plusieurs fois. Et je l'aimais beaucoup. Et j'entretiens avec la sorcellerie des rapports extrêmement intéressants. Et je crois que la littérature relève d'une forme de sorcellerie. Positive, blanche, mais c'est une forme de sorcellerie. Et c'est bon, il y a une culture à se faire. Il y a, toujours pareil, comme aujourd'hui, il y a les lieux communs, les débilités qu'on entend partout. Ah, les pauvres sorcières, etc., qui ont été brûlées. Évidemment, c'est embêtant d'avoir brûlé autant de gens. Mais il s'est passé quand même des choses intéressantes. Hein. Moi, j'ai lu le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, écrit par deux dominicains. Le bouquin est excellemment réédité en ce moment. Je dirais, la sorcellerie, c'est drôlement intéressant. Aujourd'hui, nous vivons une époque de sorciers, de sorcières, parfaitement irrationnelles. Est-ce que Que ce c'est soit bien clair. Le Covid, c'est une le histoire de 21e siècle sorciers. sera religieux ou ne sera pas? Est-ce que c'est lié à ça? Ou je ne sais pas faire la part entre le côté mystique, le côté l'occultisme. Tu dis sorcière, mais on entend aussi beaucoup parler du chamanisme. À fur et à mesure que la technique est omniprésente, notre société est matérialisée, il y a aussi cette part de retour à une Ouais. spiritualité. Moi, je me réjouis à Euh, titre personnel de ce retour à la spiritualité. mm, Tout à fait. Je discutais récemment avec un voisin qui me disait, ah Philippe, moi je crois en la science. Les histoires de fuite d'eau, il passait son temps à regarder mes robinets. Très gentiment, un gentil garçon, j'ai mis la main sur l'épaule à un certain moment. Je lui ai dit, tu sais, il se passe peut-être des choses un peu étranges. Il m'a dit, je crois à la science. Moi, non, je ne crois pas à la science. Je pense que la science est très intéressante, mais c'est pas une croyance. C'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose et c'est extrêmement troublant. Voilà. en tout cas, la science ne contredit pas forcément la spiritualité. L'un peut cohabiter avec l'autre. Les Oui, deux il y sont a des ponts. possibles. Il y a des ponts. Tout à Bon. fait.
Concernant le pays des forges, pour moi, je vois ça, ce passage, je le vois dans l'idée de la croisée entre la géographie et l'histoire, justement. Tu écris: «On a peu d'infos, mais je devine. Le village des forges, celui de mes ancêtres paternels, le doux village de mes jeux d'enfants, a d'abord été peuplé par des migrants fatigués. Ce devaient être des barbares repus, posant leurs affaires dans un gros soupir, et leurs femmes en silence se sont mises à cuisiner. Les forges, c'est une hésitation de guerriers hongrois, une, une atermoiement de Tchèques sans provision, je ne sais pas si c'est un atermoiement ou une atermoiement, un balbutiement de hussards polonais en fin de carrière, et qui se dit qu'il doit être doux de se réveiller plusieurs jours au même endroit. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé à gauche et à droite, ils ont cherché quelqu'un à tuer, histoire de se dégourdir un peu, et ils n'ont trouvé personne. Ils étaient tout seuls, et la plaine sans fin et les bois. Alors ces barbares éloignés se sont reproduits, et sont devenus français des millénaires plus tard pour s'être arrêtés trop longtemps. Voilà mon hypothèse. Les villages et les villes de France sont pour la plupart l'histoire d'une fatigue, d'une habitude, et déjà le désir anglo-saxon du confort. Alors ça, c'est amusant parce qu'il y a la part d'humour, il y a ce côté très truculent dans ta manière d'écrire, et qui rejoint aussi ta manière de parler. On parlait de l'oral et de l'écrit, et là, il y a un rapprochement des deux. J'ai un peu l'esprit d'escalier, et je pense à cette idée. Donc j'ai expliqué, dans ce livre, tu fais une succession de tableaux avec d'un côté les lieux et de l'autre les personnages. Et pour ma part, quand j'ai appris que tu faisais un livre sur tes aïeux, je me suis dit, ah, il va raconter quelque chose, je vais avoir un récit de sa vie. Enfin, j'avais un peu ce fantasme-là. Donc j'ai eu une première lecture un petit peu difficile où je lisais ton texte, et pour moi, le commentaire était un peu lourd. Et à la relecture, c'était beaucoup plus savoureux de le relire. Et j'avais fait le deuil finalement de ce fil narratif. Et donc, soit on est dans une succession de tableaux, et je suis rentré peut-être plus en profondeur dans le texte, donc ça s'est mieux passé. Donc concernant la Vosges, tu écris j'ai mis des années à la sentir, cette douce terre boisée de feuillus et de résineux, de conifères. Elle a aussi son charme puissant, sa beauté d'anciens marais, de marécages pacifiés. La Vosges, c'est aussi beau que la montagne Sainte-Victoire, largement. C'est moins sec, disons que le charme est différent, il lui manque juste son peintre. Personne sérieusement ne confond les tableaux de Cézanne et la montagne un peu lourde où vont pique-niquer les touristes et laisser des papiers gras. La Vosges a ses fagnes, ses champs vallonnés comme des seins de jeunes filles, ses buttes boisées ou toupets de hêtres, ses sauterelles comme des herbes jaillissantes. La patience des chemins creux, ses maras grenouilles flasques respirant par la peau, ses étangs observateurs, ses rues limpides circulant sans réfléchir entre des galets polis, ses sentiers, ses rampes à aubépines, à noisetiers, et sur le bord des routes, le semis jaune et blanc des pâquerettes et des boutons d'or. Une terre puissante, harcelée d'histoire, mais une très jolie campagne en somme, selon le côté du lit duquel on se tourne. Pourquoi harcelée d'histoire ? Parce que c'est une terre historiquement battue par les guerres. Ça, c'est très particulier, hein, cette région-là des Vosges. Sa position fait que il y a eu la guerre presque tout le temps. Et que pour les gens qui ont vécu ici, à cet endroit-là, il y a une espèce de passé un peu difficile. Alors, il semblerait qu'au XVIIIe siècle, selon un peu l'esprit du joli temps, même dans les Vosges, les temps étaient agréables. On a des traces à Remiremont, des abbesses, etc. Mais c'est quand même dur, hein. On en avait parlé une fois. Comme c'est une plaine, la Vosges, c'est extrêmement facile à envahir. Les blindés, alors là, c'était une autoroute, hein. Les blindés allemands se sont donnés à cœur joie, il y a eu pas mal de guerres. Dès qu'on monte vers les Hauts-de-Vosges, c'est autre chose, hein, mais on le sait tous les deux, hein, et je pense que ceux qui nous écoutent le savent, en France, les paysages sont tellement divers, les régions sont tellement complexifiées avec le temps,
qu'on fait 10, 15, 20 kilomètres, c'est plus le même monde. C'est autre chose. Alors évidemment, si on passe à toute vitesse sur l'autoroute, on voit rien, hein, bien sûr. Ou si on passe en avion, on voit rien. Mais quand on connaît son pays, et chacun d'entre nous a un peu quelque part le devoir de connaître son pays, c'est extraordinairement différent. Et cet endroit dont je parle, que j'appelle la Vosges, parfois un peu rapidement, parce que c'est parfois la plaine, on appelle aussi la plaine, c'est un lieu de partage des eaux très très important, où également il y a une distinction au niveau de la terre. On passe du grès rose, très très beau, peu à peu au granit, avec des passages d'argile. Tout ça est extrêmement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Les écrivains ont une haute sensibilité de la géographie et du visage que constitue le paysage, en quelque sorte aussi. C'est très beau ce que tu ça, dis. tu le manifestes aussi. Je crois que Mitterrand, qui avait une sensibilité littéraire, avait un rapport très profond sur les différents terroirs. J'étais dans la partie sur les lieux. Nous passons maintenant à la partie sur les gens. Donc je continue sur mes citations. Je me suis dit que les lieux étaient déjà des personnes. Et les gens sont peut-être aussi des lieux, d'une certaine manière. Il y a une espèce d'inversion par rapport à ça. Pour ma part, je n'ai plus grand-chose de paysan, hormis peut-être le goût excessif de me taire et le fétichisme du scandale, comme principale manière d'accéder à la conscience de la honte. Oui. C'est déjà lourd, hein, ça. Tu parles du fétichisme je du trouve que c'est scandale très partagé. et la conscience de la honte. Je trouve que c'est très partagé. Je pense que c'est une caractéristique de notre modernité qui est d'origine paysanne. C'est-à-dire toute espèce de désir du scandale qu'on trouve un peu partout. Cette manière d'attirer l'attention à travers d'un acte un peu d'éclat. Hein, Hanouna fait ça très très bien. C'est la modernité en tant qu'elle est d'origine paysanne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de délicatesse, de finesse dans la manière d'attirer l'attention ou de ne pas attirer l'attention, qui est plutôt urbaine, bourgeoise, de bon goût, je dirais, mais qui n'est pas du tout mon cas. Voilà, parce que c'est pas ma vie, tout simplement. Je suis pas un bourgeois. J'ai beaucoup d'admiration, là encore, pour toutes les formes de culture, y compris la culture bourgeoise, mais c'est pas moi. Pardonne-moi, Philippe, mais je m'intéresse moins à Hanouna qu'à toi. Je préfère, lorsque je cite ton livre, que tu te rapportes à ton expérience. Parce que je pense que tu fais allusion, tu me feras des commentaires sans doute très brillants sur l'époque, et je trouve que c'est toujours plus intéressant de rester sur ton livre. Donc quand tu parles de la conscience de la honte, est-ce que tu ne pensais pas à Hanouna, je pense, quand tu l'as écrit? Je pense que la honte est quelque chose de très complexe. C'est la sortie du paradis perdu, hein, c'est de la métaphysique. Les rabbins juifs en parlent très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on sort du paradis perdu? Bon, il y a Ève, il y a Adam, ça se passait très bien. Et puis d'un seul coup, ça se passe plus bien. Qu'est-ce qui fait qu'il se passe plus bien? Ben, ils accèdent à la honte. Et dans l'accès à la honte, il y a aussi l'accès au savoir. C'est très profond comme histoire. Alors ça, c'est très profond, effectivement, mais quand tu parles de la conscience de la honte, est-ce que ça se rapporte pas plus à des origines modestes sur lesquelles il s'est passé un certain nombre d'événements? Tu parles de faits divers dans les journaux, on a évoqué peut-être une part de non-dit. Donc est-ce que c'est pas cette lourdeur-là, cette conscience de la honte qui est d'autant plus forte qu'elle est entachée de non-dit, enfin. Un peu, oui, tu as raison, oui, un peu quand même, bien sûr. Ben, je veux dire, il est difficile de se glorifier, surtout quand on vient d'un milieu modeste, de méfaits. Observe quand même que l'aristocratie, qui elle n'hésite pas depuis très 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 longtemps à avoir un rapport à son histoire et narratif à son histoire, et elle fait très bien, se glorifie des méfaits. Est-ce que tu crois que les deux quelque chose qui vivaient au XIVe, au XVe siècle étaient des braves gens? C'était des assassins. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les meilleurs. Ils ne sont pas devenus les meilleurs parce qu'ils disaient Montesquieu. Là, Philippe, tu dois un peu le poisson. Non, je reviens encore une fois à ton texte. Tu dis « Je ne savais rien de mes ancêtres, mon instinct d'enfant avait deviné l'entourloupe des familles. »
l'entourloupe des familles. On m'avait menti, par omission, mais on m'avait menti. J'avais des ancêtres, c'est sûr, on ne m'avait rien dit, mais il y avait toute une histoire magnifique non dite à savoir. Donc, en quelque Oui, sorte, oui, tu avais ce désir de connaître quelle était ta lignée, où était ton héritage. oui, oui. Moi, je n'avais pas ce désir-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'avais? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une très bonne idée. Tu vois, on parlait des généalogistes. J'en ai connu quelques-uns. Ils sont attendrissants, ils sont attachants. Mais très souvent, ils n'accèdent pas à la conscience que l'enjeu est beaucoup plus fort que de savoir si Turlututu Pointu était l'arrière-arrière-grand-père. Non, non, c'est bien plus intéressant que ça. C'est l'ancrage dans une terre d'un nom. Alors là, on est au cœur du sujet de ton livre, et je me posais la question, avec ma peu de culture, ma culture littéraire très, très, très limitée, quels étaient les livres qui pouvaient faire référence dans cette démarche-là? Est-ce que toi, Mhm. tu as fait ce livre en conscience de certains livres, ou a posteriori, est-ce que tu revois des livres différemment? Alors c'est intéressant parce qu'étrangement, c'est un livre sans modèle. C'est tout à fait. Nous sommes quelques-uns quand même à avoir essayé d'écrire des livres sur le changement de milieu social, la chance qu'a donnée la République à ses enfants d'accéder à la culture. C'est un ressort romanesque d'ailleurs. Tout à fait. C'est Mmh. un vieux. Balzac Mmh. est déjà un Mmh. petit peu écrit des choses très belles. Mais sous cette forme-là, je crois qu'être un petit peu original, en essayant de montrer un chemin quelque part. Parce que je pense que nous sommes très 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 nombreux aujourd'hui, notamment dans les villes, à se sentir un peu déracinés. C'est pas très agréable de se sentir déraciné. Euh, c'est très agréable d'éprouver une Ça, racine, je trouve ça très vrai, effectivement. voilà, qui est celle de sa propre Je histoire. pense qu'effectivement, on a perdu ce rapport à la terre, et de ce fait, on ne sait plus d'où on vient, qui on est de fait déraciné. Mm. On est, même matériellement, on est complètement inconscient, de quoi est fait le monde qui nous entoure, enfin ça, c'est une autre discussion. Mhm. Sur un chapitre, je crois, qui est, un tabou sans totem, Mhm. de l'union de ton père et de ta mère, tu écris: «Chacun mourra dans son cimetière, avec le fort désir de ne plus jamais se rencontrer. Et il en faudra du cœur au bon Dieu pour les réunir un jour.» C'est on ne peut plus lourd là, parce que euh, tes parents ont vécu ensemble, ont été ensemble jusqu'à la fin, ils ne se sont pas séparés. Qu'est-ce qui fait que tu les vois à ce point-là disjoints, en tout cas dans la mort? Parce qu'il n'y a pas eu rencontre. Ils se sont pas si mal entendus que ça, à bien des titres, c'est Mmh. vrai. Et il y a eu beaucoup de choses positives qu'aujourd'hui je peux relire avec plus de tranquillité. Au fond, pour moi, le paradis perdu, c'est Jarménil. C'est la Moselle, c'est les acacias, les bouleaux. Alors, j'aimerais juste Oui, expliquer Jarménil, parce que du coup, on parlait des forges. Mais oui, Jarménil, c'est plutôt la terre du côté de ta mère. tout à fait. Et en Euh, fait, tu vas me dire si je me trompe, mais moi, j'ai connu cette petite maison de Jarménil, mhm, euh, que vous aviez avant de vivre à Épinal. Et donc, cette maison, elle n'était pas aux forges, elle était à Jarménil. Et mhm, tu ne parles pas de Jarménil du tout dans le livre. tout à fait. Et donc, pour moi, je vois cette maison justement comme un trait d'union des deux familles, puisque Ah c'était... non, c'est pas Non. ça du tout. Jarménil était le paradis, les forges étaient un peu l'enfer, pour connaître. Mais Jarménil, c'est le côté de ma mère. C'était une maison qui a été construite par toute la famille d'ailleurs, comme ça se faisait à l'époque, proche de chez mon grand-père. Donc c'est ma mère, mon grand-père. Euh, c'est une autre partie des Vosges, totalement différente. En fait, c'est la Mésopotamie. Hein. Le Jarménil, c'est la Mésopotamie. C'est le Tigre et l'Euphrate, c'est la Moselle et Mm. la Vologne. Voilà, c'est un endroit très très intéressant sur le plan tellurique, mais complètement Mm. différent et assez Mm. paradisiaque. C'est Parce amusant que cette analogie que tu fais avec la Terre Sainte, parce que effectivement, je crois que tu l'as filé à un certain moment. Il y a ce, c'est comme si finalement il y aurait eu un Messie, une oui, oui, annonciation, une oui, oui, révélation. Enfin, oui, tout oui. ça est d'ordre effectivement assez christique.
Oui, tout à fait. Et je crois que on parle beaucoup de Gaza et de la Palestine en ce moment et d'Israël. Il se passe des choses tout à fait abominables et terribles. C'est horrible, c'est affreux. Mais je crois que les gens devraient prendre conscience qu'ils ont leur propre Palestine, qu'ils ont leur propre Israël. Tu vois, je suis allé en Israël, j'ai trouvé ça magnifique. Jérusalem, c'est sublime. Mais nous avons chacun d'entre nous notre propre terre promise et notre propre terre sainte. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Chacun d'entre nous doit aller vers sa propre terre sainte. Je, Ça, c'est une dimension mystique de la littérature je dans laquelle tu crois, t'inscris. oui, Ouais. je crois. Et on a encore la chance de Par pouvoir le faire. Ernest Renan, qui est dans ce registre-là, je ne sais pas. Oh, Ouais. tous les écrivains sont un peu mystiques. Tous. Alors, je voudrais évoquer maintenant un point assez amusant parce que finalement, il est assez pragmatique. Là où ton livre n'est pas forcément ancré dans l'histoire ou même sur des conditions socio-professionnelles parce que tu évoques les métiers de tes aïeux, mais c'est pas non plus très développé. En revanche, tu vas parler d'une chose s'agissant de ton père qui a dû te choquer, en tout cas qui a dû poser problème à un certain moment. Tu écris Mon père était des droites qui s'en vont à l'infini, pas de droite. C'est très beau. Oui, oui. En évoquant effectivement les opinions politiques un petit peu marquées, un petit peu nationalistes, un peu de droite. On était peut-être une époque où commençait à poindre le Front National, et peut-être que ton père a clamé à ce moment un haut et fort quelque chose qui était important. Et tu écris quant au drame de son existence personnelle, son supplice, dont je ne parlerai pas plus que ça, qui ne regarde que lui et dont il n'est plus responsable que les autres, cet être blessé à la naissance de cette blessure mortelle qui était son existence, l'avait enfoui dans le travail. Alors c'est un peu un autre sujet, mais on parle toujours de ton père. Mais là, ce sont... Du coup, ton livre-là reste quand même dans un certain non-dit, parce que tu évoques quelque chose et en même temps, tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu dis. Oui, il y a des non-dits, il y a des choses qui se disent pas, je pense. Oui. Et je sors ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire qu'il avait effectivement un côté de droite euh, que je trouve intéressant, voilà, et qui n'est pas limité à la caricature de certains discours pour lesquels, par exemple, voilà, j'accorde pas de Tu crédit. écris Mes ancêtres étaient pour beaucoup de méchants larrons, de très mauvais chrétiens que l'évangile n'a pas beaucoup éveillés, et au bout du compte, l'arrivisme de mon père consista juste à vouloir devenir quelqu'un, cherchant à se faire un nom, ce qui n'est pas une ambition démoniaque. Je ne fais rien d'autre ici, si ce n'est continuer le travail d'extraction de la misère. Bien sûr, ça l'avait rendu un peu égoïste, fixé sur ses objectifs. Ceux qui souffrent sont toujours un peu égoïstes, c'est normal. La souffrance est du genre à prendre toute la place. Mais un égoïste qui donne tout à ses enfants après sa mort n'est pas un véritable égoïste. En tout cas, rien de fasciste dans tout ça. Tout à fait, tout à fait. On a longtemps dit que mon père était fasciste, et il n'était pas du tout, mais pas du tout, du tout. C'était un excellent homme, assez doux au fond, qui avait des crises voilà, comme chacun d'entre nous peut avoir ses propres difficultés. Mais il faut se méfier beaucoup de ce que les familles racontent sur nos parents ou nos grands-parents, et se faire sa propre opinion. Parce qu'il y a beaucoup de mythographies locales dans les familles qui sont toujours fausses. Qui était vraiment la personne, c'est à chacun d'entre nous de le chercher. Et c'est souvent très intéressant et non et enfoui. Très étrange. Alors, c'est amusant parce que tu as titré ton livre Extraction de la misère, mais tu aurais pu le dire comme un verre à moitié plein, à moitié vide, désir d'élévation, dans un registre plus. Ouais, mais le titre est moins bon. Oui, Mais c'est mais ce que ça, je veux dire, oui. c'est que l'idée n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que on en est tous à sortir de quelque chose de trivial pour essayer de transcender un petit peu euh, son niveau de travail. Oui, oui, tout à fait. Disons que c'est de la littérature, c'est pas du blabla, c'est pas de la pub, euh, c'est pas du papier imprimé juste pour imprimer le papier. Il s'agit de confier une sensibilité à des mots dans le désir d'accéder à une forme possible de vérité. Voilà. Ce qui est extrêmement difficile parce que la vérité, c'est pas simple. Hein, c'est difficile à accéder. Mais voilà, je fais confiance aux mots et aux lettres
pour essayer de dire quelque chose qui soit un petit peu vrai de ce que je suis en tant que sujet, c'est-à-dire Philippe Parizeau, né le 28 novembre 1965 à Toulouse, seul à porter ce nom et ce prénom, est un sujet. Il vit, mourra. Qui était-il? Qui suis-je? Voilà. C'est une très 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 vieille question. Moi, c'est la question de Socrate. Hein. Voilà. Et chacun peut se la poser. Je la trouve assez bonne. C'est une assez bonne question. Voilà. Alors, on peut s'en poser d'autres. Hein. On peut se poser la question est-ce que Kylian Mbappé a mis beaucoup de buts? C'est très intéressant aussi. Mais je trouve ça moins intéressant. Voilà, c'est tout. Alors, ton père était plutôt quelqu'un de taiseux, c'était pas un extraverti, à dire. Tu dis, sa vie était très compliquée, une cure analytique n'aurait pas été de luxe, mais c'était un brave homme. Et tu dis, papa, ce petit-neveu de 3 assassins n'était pas un homme facile. Voilà. Et par ailleurs, tu dis aussi que ton père n'avait pas d'amis. Ça m'avait étonné. Bon, j'exagère un peu, je te force le Et trait. tu ajoutes, l'absence d'amis n'est jamais de bonne compagnie. Alors, je crois, mais là, ça, c'est que l'être humain est un animal sociable. Qu'il est fait pour vivre en société et que l'amitié est une vertu, enfin, c'est un sentiment d'abord qui est aussi important que l'amour. Et comment expliques-tu que ton père n'ait pas cherché l'amitié plus que ça Alors, il avait quelques amis, mais c'était pas très il était développé. solitaire. Il était solitaire. Il aimait aller tout seul dans la forêt, oui. Oui, oui. Voilà, c'est des traits de caractère, mais un peu vosgiens quand même. Hein. Ils sont quelques-uns comme ça. Alors, dans la généalogie, donc, tu avais un grand-père qui s'appelait Paul Eugène, un arrière-grand-père qui s'appelle Joseph, et un arrière-grand-oncle Auguste. Alors, né en Oui, c'est vrai. 1869. Là, les dates, c'est juste, hein, c'est du travail de recherche. Hein. Ouais, c'est très précis. Tu as écrit 1868 à un autre moment d'ailleurs. Tu as Ah oui? écrit 1868, 1869. Voilà. Et tu as un bisaïeul qui s'appelait Jacques, 1839-1911. Alors, tous ces gens-là travaillaient, tu parles d'une tuilerie, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ils étaient ouvriers dans une tuilerie. Tu sais un peu en seulement quoi sur la consistait fin. Seulement leur sur la travail. fin. Ouais. Ils étaient tuiliers. Ouais. En fait, comment dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aura fallu le Covid, un peu de temps dans Victor Massé, des recherches pour que je sache tout ça. S'il y avait pas, je ne l'aurais jamais su. Jamais. Et personne ne l'aurait jamais su. Parce que dans ma famille, je suis le premier à avoir fait une généalogie. Ah, maintenant, tout ça se sait. Hein. Les informations circulent très très vite. Mais si j'avais pas fait le travail, je suis pas certain que quelqu'un l'aurait fait. Or, c'est quand même très 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 intéressant. Quant à la Tuilerie, alors là, on apprend des trucs quand on étudie l'histoire. Hein. Par exemple, un tuilier au XXe siècle ne fait pas 10 heures d'affilée. En fait, il se lève assez tôt. De quoi? De terre cuite? D'argile. D'argile, ouais. Très très belle, j'en ai encore quelques-unes. C'est important que ça fait les toits. C'est-à-dire que mes ancêtres étaient des gens qui faisaient des toits. Et tu dis moi, ça me parle. Tu dis d'eux des crapules avec des noms d'apôtres. Leur vie était une tragédie, mais au quotidien, c'était une farce. Oui, bah oui. C'est ça. C'est-à-dire que mais ça, c'est Molière. Hein. C'est-à-dire que Molière était un homme du peuple, hein, même si son papa était tapissier du roi. La vie à la campagne est toujours entre la farce et le tragique. D'ailleurs, plus souvent du côté du tragique. Et c'est là qu'on voit que la comédie est une victoire de la culture. La comédie, c'est quelque chose de très construit, sur le plan de la sensibilité un peu médian, et la capacité à produire de la comédie, comme l'a fait par exemple Molière, relève d'un très 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 haut niveau culturel. Voilà. C'est peut-être plus facile de faire des tragédies que des comédies. Parce que pour accéder au caractère comique de la vie, il faut de la culture. Voilà. La farce, c'est facile. Oh, c'est la grosse farce. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus à la mode. La tragédie, elle est partout. Et après, quand c'est du Racine, c'est génial, évidemment. Mais le caractère tragique de la vie, il apparaît très vite. Alors, ce qui est très Son caractère comique, c'est complexe. Ce qui est très présent, donc, c'est quand même, il y a un ressort de haine, de jalousie qui
qui se perpétue un petit peu dans la famille. Oh, les paysans. Oh non, le Tu paysan, c'est écris: ça, hein. «À la maison chez mes grands-parents régnait l'affliction perpétuelle, et nous y attendait comme un reproche, un nœud dans un mouchoir. Clairement la réussite de mon père, pourtant bien modeste, déplaisait. Nous n'étions pas aimés, il n'est pas rare dans les familles du peuple que les jalousies soient intérieures, orchestrées par les mères qui manipulent les fils et les pères. La solidarité familiale demande une forme de culture. On aurait dit juste pour nos pommes, l'horizon était toujours gris, jaune, fielleux, bilieux, que nous étions toujours fin novembre et qu'il fallait aller arracher les pommes de terre. Cette vie de galoche était notre dû. Il n'y avait pas à discuter et les coups et la maltraitance. Hélas, c'est vrai. Hélas. Et ça explique aussi pourquoi le départ vers Paris, hein, le train d'abord Épinal, enfin, Pouxeux, Épinal, Nancy, Paris, a été pour moi l'histoire d'une délivrance. C'est-à-dire, on est là au Lutetia, on parle, c'est très élégant, on vient de prendre un cocktail, il est délicieux, si on va dîner à la brasserie, c'est merveilleusement bon. Bon, bah voilà, tout ça, ça a été l'histoire d'une délivrance. Moi, quand j'ai vu la Tour Eiffel la première fois, ça a été prodigieux. Enfin, je te rassure, moi aussi. Toi aussi? Oui, bien sûr, C'est toujours une délivrance quand on vit en province de découvrir la capitale, etc. Alors tu ajoutes aussi, d'ailleurs on ne parlait pas, on se taisait, et plutôt deux fois qu'une, la langue nouée. Régnait l'omerta des mafieux, une omerta vosgienne aussi fermée qu'un jour de pluie, et qui, comme tous les silences familiaux, cache toujours plus ou moins la honte de l'inceste. Oui, oui, oui. Rouillé comme un vieux socle, verrouillé comme l'horizon d'un alcoolique, ce silence était le contrat asocial. Personne ne disait rien. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez asocial, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop à quel niveau ça faisait société finalement dans ces Vosges-là. Mais moi, l'enfant que j'étais et qui se lavait les oreilles, à qui on demandait sans arrêt d'écouter, moi qui courais dans les champs pour échapper à cette ambiance affreuse, j'aurais pu en devenir fou tant le bruit de leur silence était loquace. Comment ai-je pu oublier tout ça? Et je l'avais oublié. Donc là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout ça t'est revenu en quelque sorte. Voilà, ça m'est revenu, oui, tout à fait. Et bien d'autres choses me sont revenues et profondes et extrêmement intéressantes. Mais là, c'est très personnel. Je pense que c'est une question d'ouverture. Aujourd'hui, on dirait ouverture des chakras, des trucs comme ça, hein. Si on ouvre sa sensibilité à l'hypothèse, rien que l'hypothèse, qu'on puisse avoir vécu des vies antérieures, c'est-à-dire que l'âme meurt, enfin plutôt le corps se dissout, l'âme ne meurt pas. Elle meurt en tant qu'elle est individualisée dans un nom. Mais elle va ailleurs, je sais pas où, et elle revient avec de la mémoire. C'est une très belle histoire, hein, c'est du Platon. Hein. C'est pas du tout invraisemblable. Et j'ai parfois la sensation très forte, très violente et bouleversante que d'autres vies sont là et que je peux avoir accès à ces mémoires-là si je désire vraiment y avoir accès. Alors là, bon, moi je n'impose à personne hein, ce genre d'intuition. Hein. J'arrive à comprendre même qu'on dise, il est un peu cinglé celui-là, hein. Il est bien allumé. Mais et pourtant, ça me paraît pas invraisemblable, puisque des éléments de notre propre mémoire de sujet nous échappent. Il n'est pas complètement invraisemblable, hein, tu vois, qu'on ait accès à d'autres mémoires. Et concernant cet héritage lié à cette lignée familiale, et c'est aussi peut-être la psychanalyse qui peut nous aider là-dessus, il y a un non-dit, mais il y a quelque chose qui se transmet. Est-ce que finalement le livre que tu as écrit ne recherche pas justement de savoir quelle est cette part de non-dit qui se transmet, qui fait partie de ton ADN, hein, c'est un peu une expression générique. C'est pas l'ADN, c'est ce qu'on appelle la psychanalyse transgénérationnelle. C'est très à la mode. C'est pas du Freud, mais c'est très intéressant. Plutôt jungien. Oui, c'est jungien, oui, plutôt d'inspiration, mais c'est aussi un courant à part aujourd'hui qui s'est un peu émancipé de Freud. Bon, on en pense qu'on en veut, mais c'est intéressant et c'est surtout vérifié. C'est pas des délirants. Il y a des traumatismes qui sont vécus par des sujets qui n'ont jamais vécu ces traumatismes. Ça, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'hypothèse, hein, c'est une certitude. Et c'est aussi ce legs familial qui est lourd dans ta famille, comme dans toutes les familles, c'est qu'il y a des choses qui se transmettent au-delà du dissible, au-delà de l'explicite.
Oui, et ouais, ouais. qui sont plus ou moins ressentis. Et Mais chez vous, c'est très très fort. ouais, c'est vrai. Mmh. Mais ce que j'ai appris Mmh. avec le temps, c'est qu'il y a aussi des souvenirs positifs. Il n'y a pas que des traumas qui se transmettent. Il y a aussi des fêtes de la sensibilité. J'espère, oui. Et c'est ça qu'il faut aussi dire, hein. Il y a des fêtes de la sensibilité de nos ancêtres qui nous aident à nous structurer de manière positive et à accéder à une représentation de l'existence qui ne soit pas forcément cette espèce de malédiction tragique à laquelle je fais référence. Alors Philippe, tu écris concernant les paréchaux mâles. Qui sommes-nous? C'est un peu terrible à écrire, mais je crois qu'il y a quelque chose de rude chez les garçons de mon clan, de bêtes et méchants, qui me semble une marque de fabrique locale, une estampille. On est con, rude, parfois stupide. On nous a aidés pour en arriver là, c'est sûr, mais pas naturel. Notre non-intelligentsia, et là on fait référence à une culture de ta famille qui n'est pas de l'ordre de l'intelligence, qui n'est pas de l'ordre de la subtilité, qui n'est pas de l'ordre du raffinement, mais qui est un legs qui existe. Notre non-intelligentsia, tu dis, a dû avoir quelque chose de proverbial, même si elle se teignait parfois de la lueur étrange d'une intelligence supérieure, non vue, qui pouvait en imposer. Effrayée, une puissance si étrange qu'elle devait venir du diable. Par exemple, on fait semblant de ne pas savoir ce que nous savons très bien, que tout est faux depuis toujours. Tout le monde le sait, c'est un code social. Vivre, c'est faire beau visage à un mauvais jeu. Que le monde est surfait, que c'est une construction destinée à rendre possible la jouissance. En quelque sorte, nous sommes tous des apparitions, Tout à fait, nous sommes tous en tout à fait, représentation, tout à fait, nous sommes tous dans un tout jeu. à fait, absolument. Tu fais très bien de le dire. Et c'est là que intervient la littérature en tant que minant l'image. Les mots minent l'image. Il est bien évident que rien ne se met mieux en spectacle que l'hystérie. Et qu'à partir de là, si on veut accéder à une forme de vérité à travers cette hystérie, on est obligé de passer par le truchement des mots, ou en tout cas de signes qui ne soient pas des signes de l'image. Et puis surtout, quand tu écris, quand j'écris, on force le trait. C'est-à-dire quand Van Gogh peint, voilà, il peint ses godasses, par exemple, il peint ses chaussures, ben, il va forcer le trait en noir, sinon, tu vois, la chaussure, elle va être un peu pâle. D'accord. Voilà, à certains moments, je force le trait. Bon, là, tu écris pourquoi sommes-nous ainsi? Comme souvent, les raisons des comportements compliqués sont simples. Nous sommes ainsi par dépit, par manque d'être aimés, poussés par la béance affective dans l'abîme du malheur. Alors nous rageons. C'est tout à fait facile à comprendre, mais par un sursaut d'orgueil, on dirait que nos réponses écrasent les questions. Hagard, hâve, blessé de naissance, très lourdement névrosé. Il faut bien le dire. En plus d'être un peu génial, nous avons quelque chose de bête et méchant. Dieu qu'il est doux de se connaître. Ça, c'est de l'humour, hein. Il y a du deuxième degré. Mais là encore, je pense que quand on écrit, il est important d'écrire sur ce qu'on connaît. J'aurais préféré peut-être écrire sur Venise. C'est très joli, Venise, c'est sublime. Mais j'y connais rien. D'abord, un. Ensuite, c'est pas ma vie. Deux. Et puis, je crois qu'on a tellement dit de trucs sur Venise qu'il n'y a presque plus rien à dire. Quoi. Il n'y a presque plus rien à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est une petite ville de province assez envahie par les touristes et qui n'est pas du tout agréable la plupart du temps. Et que je suis même pas sûr que les gens qui y vivent soient aussi intéressants que ça aujourd'hui. Voilà, Tiepolo, c'est sûr, c'est intéressant. Vivaldi, c'est intéressant. Les gens de Venise aujourd'hui, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas très intéressant. On n'en sait rien. Et puis surtout, on parle de ce qu'on connaît. Hein, voilà, autant que possible. Alors là, Philippe, je voudrais parler de quelque chose quand même qui est déterminant. C'est ton côté Zola de gauche. Tu écris « Je suis de ceux qui pensent que la pulsion de mort aux pauvres, aux poètes, à Jacques le Vagabond, on leur refile bien salement mine de rien, que l'usine à exclus a toujours très bien tourné, la machine à discréditer. Qu'il est assez facile de disqualifier les gens gênants, qui ne sont pas morts comme ça. Il n'y a qu'à voir dans quel état est la poésie. Mon Dieu, il y a des crimes vérifiables dont l'histoire ne parle pas assez. » Alors oui, oui, ça sonne un peu Zola, c'est vrai. Ça sonne un peu presque les filles, hein, mais c'est pas complètement faux. Je pense que c'est vrai.
Je pense que si on veut provoquer le malheur, on peut y arriver assez bien. Mais en même temps, c'est un peu injuste vis-à-vis de la France, parce que la République française a quand même réussi ces 50 dernières années quelque chose d'assez magnifique, il faut le dire. Mais tu parles de l'usine à exclure et de la machine à discréditer, donc c'est quand même assez, Oui, assez c'est vrai. fort. Mais je Ouais. crois que c'est vrai. Mhm. Oui, oui. Donc forcément, oui. Hélas, je crois que c'est vrai. Mais il y a des solutions. Et après avoir écrit ça, je le dis, je trouve que la France et la République française et l'école française ont réussi sur ces 50 dernières années à proposer la culture à beaucoup de Français d'origine modeste, et je trouve ça magnifique. Et il faut le dire, l'école française est très bonne, elle a fait des choses très belles. En même temps, tu dis que le Dieu chrétien n'était pas le Dieu qui vous était dessiné, que c'était le Dieu des bourgeois. Tu écris, je crois que c'est aussi de ça dont les caniveaux ils vomirent. Le problème était de taille, il faut le reconnaître. Le Dieu qu'on leur demandait d'adorer, ce Dieu n'était pas le leur. C'était celui des bourgeois. On leur avait menti, car ce Dieu était celui de ceux qui les humiliaient. Un autre passe encore, mais le même, un Dieu qui ne faisait pas un geste pour les aider, le Dieu officiel de ces riches qui voulaient les terrasser, leur voler leur seul bien, leur fierté. Oui, oui, ça c'est très vrai. Ça c'est l'évolution du christianisme en France. Hein. C'est pas vrai en Italie, c'est pas vrai dans le monde entier. Mais en France, le christianisme gallican a pris un tour versaillais, notamment à la fin du 19e siècle, Mais qui le n'a Dieu plus chrétien était grand-chose le à Dieu des voir. bourgeois? En France, oui. 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 C'est une mauvaise interprétation probablement du christianisme. Mais il avait pris un tour, ça c'est un discours un peu de gauche, hein, mais il avait pris un tour au 19e siècle qu'il a éloigné de ses origines qui étaient certainement beaucoup, beaucoup plus belles. Non, Voilà. c'est un livre de... Oui, enfin c'est un propos de gauche en ce sens qu'il est une justification de l'injustice qui existe par rapport à des gens qui sont mal nés, qui n'ont pas accès à certaines Ah choses, oui, oui. et tout ça existe, Oui, est oui. réel. Être mal né, c'est terrible. Il y a des gens, ils sont bien nés, d'autres moins bien nés. C'est vérifiable. Alors, Hollande parlait des sans-dents, c'était une expression qui m'amusait, je ne connaissais pas. Il y a aussi les gens qui sont sans crédit, qui sont sans reconnaissance. Et ton livre est aussi un livre sur les exclus, euh, sur une société assez primitive, une société rurale, austère, de par déjà son climat. Tu termines le livre après avoir évoqué une misère, une malédiction, un tabou, des événements ténébreux, des non-dits, une honte, un mal-être social, de désespérés, des sortes de bagnards. Tu parles d'une pudeur d'handicapés sociaux, de rustres. Tu utilises aussi l'expression d'emmurer vivant ou de torturer à vie. Donc, on parle de choses quand même qui sont très, 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 très fortes. Hein. Alors, tout ce que tu dis, je l'ai écrit et je pense que c'est vrai, mais je voudrais pas que le livre ait donne cette sensation, j'espère qu'il ne le donne pas, de négativité absolue. Je vois aussi beaucoup de choses très belles dans ce que j'ai vécu, dans mon histoire. Je la revendique, je l'assume, comme on dirait aujourd'hui, si l'expression a du sens, d'ailleurs elle n'a absolument aucun sens, mais il y a aussi quelque chose de très positif. Voilà. Oui, en fait, ce livre n'est pas effectivement, il traverse des choses qui sont d'une vraie misère, hein, qui existent véritablement. Pour autant, tu dis qu'à la fin de ce livre, tu as une plaie qui est cicatrisée. Donc il y a quand même une valeur de rédemption de l'écriture. Je crois que la littérature gêne. Elle gêne beaucoup parce qu'elle vient en quelque sorte faire ressurgir le sujet dans un monde d'images qu'il en a expulsé. Voilà. Et que tous les écrivains qui s'efforcent de mettre de la vérité dans des mots vont mettre en difficulté ce monde d'images et assez superficiel, très peu épais, très peu texturé, avec très peu de texte, qui caractérise notre modernité. Et que tout ça est un enjeu considérable pour les 50 années à venir. Donc la littérature me paraît non seulement
pleine d'avenir, mais le chemin grâce auquel une forme de civilisation va perdurer à l'encontre de cette loi. Si on